Oui, alors j'avais une double question. C'est bon, IA symbolique égale IA déterministe. D'une quelque façon, est-ce qu'on peut faire une distinction? Parce qu'il y a toujours une notion de causalité, etc. Alors, Et le déterminisme n'est pas lié à l'un ou à l'autre, hein. Un réseau un réseau de neurones, pardon, peut être parfaitement déterministe. c'est vrai, c'est Donc en vrai. fait, c'est pas lié à la technologie symbolique ou pas, etc. C'est plutôt lié effectivement à l'aspect explicite ou non des connaissances qui sont utilisées. Est-ce que tu peux dire deux mots de ce que j'ai entendu? J'ai oublié le nom du garçon d'Anity là, qui était intervenu à Future Intelligence et qui expliquait qu'on pouvait Yvan. arriver à faire une rétro-ingénierie d'IA euh, à partir en mettant une dose d'IA, enfin d'IA, réseau de neurones, en mettant une dose d'IA symbolique pour arriver à Alors, remonter justement la oui, causalité. disons, il y a la notion d'hybridation, vous avez dû entendre parler de ça, on parle d'IA hybride, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est exactement la conclusion que j'avais, c'est qu'en fait, essayons de marier les deux. Il y a plusieurs façons de faire, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des possibilités d'introduire de l'IA symbolique, c'est-à-dire des connaissances en fait explicites, plus exactement, à l'intérieur des réseaux de neurones pour améliorer en fait leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'on injecte en fait une connaissance explicite dans les mécanismes d'apprentissage, on va dire. Ça marche plutôt pas mal pour les systèmes physiques. Après, il y a d'autres modalités de combinaison, mais enfin, la combinaison, elle vient surtout par l'intrication des étapes du raisonnement pour arriver à une décision, on va dire. Une image que j'aime bien aussi, c'est de dire que l'IA déterministe, c'est l'IA du sens, et l'IA connexionniste, c'est l'IA des sens. Voilà, je ne sais pas si tu partages Ah oui, aussi, oui, le sens, oui, François-Marie, sur d'accord. cette Oui, notion. Il y a du sens de la logique, en oui, effet, de ce que tu peux expliciter, comme tu as dit, et là, ben, c'est l'IA des sens, et comme tu disais, les sens, que ce soit la vue, que ce soit l'ouïe, hein, que ce soit l'odeur, le goût, etc. Ben, oui. voilà, c'est des choses, en effet, qu'on ne sait pas décrire. Et au final, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que nous, en termes de capacité voilà, cognitive versus sensorielle, est-ce qu'un humain fonctionne plus à base de capacité sensorielle ou de capacité cognitive? Pour voir quelles seraient du coup par rapport à ces deux formes d'apprentissage sur une machine, celle qui va plus prévaloir dans le futur, vu qu'on essaye sans cesse de simuler sur la machine nos propres capacités. Est-ce que ce sera plus du coup majoritairement du coup lié à connexionnisme parce qu'on a plus de capacités sensorielles que cognitives? Alors, ouais, juste un mot là-dessus, c'est un peu compliqué parce qu'il vient se greffer là-dessus d'autres théories qui sont, je pense que vous les connaissez, les systèmes 1 et les systèmes 2. C'est-à-dire que les systèmes 1 sont des systèmes, on va dire, de réaction quasiment non consciente, on va dire, hein. Tu te brûles, ben, tu enlèves la main. Donc, et en fait, c'est extrêmement pratique parce qu'on n'a pas besoin de mobiliser des capacités cognitives pour pouvoir avoir ces réflexes-là. Une autre façon de l'exprimer aussi, c'est l'intuition qu'on avait défini un peu dans notre jargon comme étant de la connaissance compilée, hein, donc qui permet de pouvoir, en fonction d'un stimuli, avoir directement une réponse sans avoir ce chemin de pensée que tu évoquais tout à l'heure, Luc. Et les systèmes 2 qui, eux, nécessitent en fait une planification pour arriver à répondre à un certain but. Mais là encore, en fait, comment dirais-je, même si dans les systèmes 1, on parle de réaction, c'est quand même de la connaissance qui peut être compilée. Donc en fait, ça peut être de la connaissance qui est utile à exprimer d'un point de vue symbolique aussi à un moment donné si on souhaite faire des découvertes ou si on souhaite exploiter cette connaissance-là. Donc c'est pas non plus réductible en fait à la, disons, à cette partie directement de réaction un peu épidermique, quoi. C'est pas, voilà, il y a il y a un peu à regarder sous différents angles, mais en tout cas, juste pour terminer là-dessus, c'est effectivement assez pertinent de regarder comment est-ce que nous-mêmes on fonctionne. Après tout, c'est un des objets de l'intelligence artificielle, c'est de comprendre comment est-ce que nous fonctionnons, hein, pour essayer effectivement d'avoir des systèmes qui permettent d'être aussi efficaces que nous. Et quand on dit efficace, c'est aussi d'un point de vue énergétique, hein. N'oublions pas que le cerveau, c'est 20 watts, hein. Manuel? Emmanuel? Oui, j'avais une question sur des exemples, hein, les cas d'usage. C'était simplement pour confirmer. Donc, Deep Blue, le programme d'IBM qui bat Kasparov en 1997, c'est de l'IA symbolique. On est d'accord? Bah, oui, en fait, c'est même. On peut discuter si effectivement c'est l'IA. En fait, c'est un algorithme alpha bêta qui est du brute force.
C'est-à-dire qu'en fait, j'ai exploré comment dirais-je, de façon extensive, l'ensemble des possibilités, j'en ai choisi une, la meilleure. Et c'est pas du tout la façon de fonctionner des grands maîtres des échecs, hein, puisque question qui avait été posée par Jacques Pitrat, qui s'est intéressé à cette question-là, feu Jacques Pitrat, là, mais qui était spécialiste du sujet, qui avait demandé à un grand maître combien de situations il étudiait aux échecs, et la réponse du grand maître avait été la suivante, il dit, mais moi j'en étudie qu'une seule, la bonne. Ouais. Ok. Et quand AlphaZero, part de rien, apprend à jouer aux échecs et à gagner à plat de couture les autres solutions, là, pour le coup, c'est de l'IA connexionniste. Alors, oui, les techniques qui ont été utilisées, c'était du reinforcement learning, qui est vraiment une technique absolument extraordinaire et probablement dans les sujets d'éthique, l'une des plus dangereuses, hein. On pourra peut-être en rediscuter un moment ou un autre. Mais pour faire court, on va dire que on a raccourci le temps. C'est-à-dire que nous, on a mis 3000 ans pour apprendre à jouer au Go et avec, disons, une sédimentation en fait, des connaissances à chaque génération, d'une certaine façon, hein, qui a permis de progresser. Bah, en fait, AlphaGo, il a fait la même chose, mais en peu de temps, parce qu'il avait une machine en fait, qui est extrêmement puissante, et donc il a fait non pas 3000 ans, mais peut-être enfin, beaucoup plus d'années, on va dire, de jeu pour apprendre en fait les bonnes stratégies. En revanche, ce qui est compliqué, c'est que on ne connaît pas les bonnes stratégies. Enfin, elles ne sont pas explicites, quoi. Il y a des livres de Go qui expliquent c'est quoi des bonnes stratégies, mais il n'y a pas de livre de Go qui explique quelle est la bonne stratégie vue d'AlphaGo, par exemple. Et en météo, je crois qu'on a la même dichotomie. On a les anciens modèles météorologiques avec les formules thermodynamiques qui découpent l'atmosphère et qui permettent de faire des prévisions. Et là, on a une solution de Google, c'est ça, hein, qui fait du forecast, de la prévision météo qui est plus performante. C'est ça? tout à fait juste. Oui, UIA aussi, ce qui va complètement à l'encontre de la conclusion de ma présentation, qui était il faut marier les deux. Là, on a un criant exemple de l'inverse qui, je pense, peut forcément nous interroger, hein, tout à fait. Oui, merci de cette précision, Emmanuel. Ok. Merci.